Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Émission consacrée au processus électoral en cours dans ce pays. Chaque jour, un débat. Les règles ne doivent pas changer. Un débat contradictoire sur un thème fort de la campagne électorale. Nos invités sont déjà avec nous et c'est avec Marie-Angèle Touré qu'on découvre le thème du jour. Oui, Babylas, effectivement. Bienvenue, chers téléspectateurs. C'est donc un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Nouvelle émission, nouveau thème, nouveau débat. Le thème de cette émission sera le système de santé en Côte d'Ivoire et en particulier la couverture maladie universelle. Vous pouvez dès à présent réagir, chers téléspectateurs, nous envoyer vos questions, vos interrogations ou vos opinions tout simplement à l'adresse suivante civ2015@africa24tv.com civ2015@africa24tv.com. Et bien sûr, pour débattre, il nous faut des invités. Ils sont sur ce plateau. On va donc les présenter. Je me tourne vers vous. En priorité, Dr Raymond Goudou Kofi. Vous êtes ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, mais ce soir, vous représentez le candidat Alassane Ouattara sur ce plateau. C'est bien ça. Bienvenue. Merci. Bienvenue à vous également, Dr Michel Bosson. Vous êtes représentant de la candidate Henriette Lago. Exactement. Bonsoir. Et enfin, bienvenue à vous, docteur Yaoportune Kouadio. Vous représentez le candidat Kouadio Konan Bertin. Exact. Bonsoir, madame. Et système de santé et couverture maladie, c'est bien le thème du jour. Et pour entrer dans le vif du sujet, on devrait voir un élément d'illustration. Effectivement, Babila, parce qu'un système de santé optimal réunit en réalité toutes les organisations, les institutions, les ressources qui interviennent en la matière et qui fournissent des soins, qu'ils soient formels ou non d'ailleurs, à la population. L'heure est venue d'en savoir un peu plus sur celui en vigueur en Côte d'Ivoire à travers un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le diagnostic du secteur de la santé en Côte d'Ivoire n'est pas très reluisant. Le pays manque d'infrastructures de santé en quantité et en qualité. C'est pourquoi le gouvernement avait décrété 2013 année de la santé. Les investissements opérés ont permis d'améliorer le plateau technique de la plupart des hôpitaux. Les services des urgences des CHU, centre hospitalier universitaire de la ville d'Abidjan, ont été réhabilités pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Le pays va consacrer 45 milliards de francs CFA du contrat de désendettement et de développement au secteur de la santé. La Côte d'Ivoire compte 2091 établissements de santé. Dans la pyramide de santé, les dispensaires et centres de santé communautaires sont les premières structures de base en contact avec la population. Nous faisons en moyenne entre 50 et 60 consultations prénatales par jour. Les accouchements, nous faisons en moyenne 100 accouchements par mois. Au niveau du dispensaire, nous avons autour de 50 consultations par jour. Au niveau de la pédiatrie, le nombre de consultations pédiatriques tourne autour de 30 consultations de pédiatrie par jour. Le plateau technique des centres de santé communautaires et dispensaires étant souvent limité, les malades doivent remonter la pyramide jusqu'au sommet dans les CHU. Le centre ne dispose pas de matériel. Pour pouvoir prendre en charge les prématurés, les cas de césarienne, il n'y a pas de bloc ici. En cas de complications, on les réfère au CHU de Trècheville. Maintenant, pour celles qui peuvent aller en clinique, elles s'en vont. Sinon, c'est au CHU qu'on les refait. Les prématurés aussi, on les envoie au CHU. Face à l'insuffisance des centres de santé, les Ivoiriens se dirigent vers les cliniques et laboratoires privés. Malheureusement, ils sont très souvent confrontés au coût élevé des actes médicaux. Contrairement donc aux structures publiques, ne viennent dans le privé en majorité que les gens qui ont une assurance. Parce qu'il faut avouer que les tarifs sont assez élevés quand même par rapport aux revenus de l'Ivoirien moyen. On a des conventions particulières avec les mutuelles qui gèrent donc des personnes qui ont des revenus, on va dire, un peu moins élevés, et on accepte de leur faire une tarification spéciale pour, on ne va pas dire faire du social, parce que bon, c'est quand même une entreprise qui a besoin de rembourser ses crédits, mais essayer de faire des facilités pour les patients qui ont moins de moyens, on va dire. La solution au coût élevé de la santé va venir avec le démarrage de la CMU, couverture maladie universelle. Elle a officiellement été lancée le 1er janvier 2015, mais les prestations aux Ivoiriens n'ont pas encore commencé. La CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, procède pour le moment à l'enrôlement des populations. À terme, chaque Ivoirien paiera 1 000 francs CFA par mois pour bénéficier des soins de santé. L'un des défis de la couverture maladie universelle, c'est l'insuffisance du personnel médical. Le ratio est de 0,4 médecins pour 1000 habitants.
Le personnel de santé est débordé par l'ampleur de la tâche. Cela a un impact sur la qualité des soins aux populations. De façon générale, tous ceux qui sortent de l'INFAS n'arrivent pas à couvrir les besoins de l'État. Mais au niveau des médecins, le problème c'est une question peut-être de moyens de recrutement. Des hôpitaux comme le CHR, le centre hospitalier régional de Bondoukou, un grand centre de référence, n'a que 6 médecins. 6 médecins pour un hôpital régional. Alors que nous sommes là encore, il y a des médecins qui sont sortis de la fac, qui sont encore là, qui ne sont pas recrutés. Bon, comment peut-on expliquer cela? Pourquoi on ne peut pas recruter pour pouvoir couvrir ces besoins? En 2013, les dépenses totales consacrées à la santé s'élevaient à 5,7% du PIB. 10,7 milliards de francs CFA ont été inscrits au budget 2015 pour la couverture maladie universelle. L'application effective de la CMU est la solution pour régler définitivement les problèmes de santé des Ivoiriens. Cela permettrait d'allonger l'espérance de vie qui, en 2013, était de 52 ans chez les hommes et de 54 ans chez les femmes. Bon, disons, ces 5 dernières années, le système de santé en Côte d'Ivoire, disons, a un peu évolué. Mais il y a des anomalies qui persistent encore concernant la gratuité des soins et puis la gratuité des médicaments. Lorsque nos parents arrivent à l'hôpital, on se rend compte que d'abord, l'accueil n'est pas ce qu'on attend. Quand on se rend à l'hôpital pour les urgences là, il n'y a pas d'urgence. Nous sommes de retour sur ce plateau, Madame la Ministre, chers invités, soyez encore les bienvenus sur ce plateau. Quand on a suivi un reportage de cette nature, j'ai bien envie de vous demander, Madame Kouadio, j'ai bien entendu, comment se portent les Ivoiriens? Les Ivoiriens essaient de vivre au mieux. Les Ivoiriens essaient de gérer leur vie au quotidien, essaient de gérer leur santé. Mais ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la population n'a pas les moyens de subsistance. Donc, quand on sait que les soins de santé sont à un coût qui ne sont pas toujours à la portée de tout le monde, je dis que les Ivoiriens essaient de vivre au mieux. Docteur Bosson, justement, alors, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées, notamment par le gouvernement, qui ont permis d'améliorer, par exemple, le taux d'accessibilité géographique des services de santé. Ils sont passés de 44% en 2012 à 65% en 2014. Est-ce que tout cela, ça se ressent sur le terrain? Merci bien, madame. Sur le terrain, malheureusement, les choses ne sont pas aussi reluisantes. Du fait des faibles moyens des populations, le coût des prestations des soins de santé s'est élevé. Par conséquent, la population n'arrive pas véritablement à se soigner et à faire face, n'est-ce pas, à tous ses besoins. Par conséquent, il y a beaucoup de décès par manque de moyens et puis également ces centres de santé qui sont construits ne bénéficient pas suffisamment, tout au moins dans la totalité d'infrastructures, de plateaux techniques qui permettent de faire face aux différents cas qui arrivent dans ces hôpitaux. En conséquence, c'est difficile aujourd'hui de parler de bonne santé de la population ivoirienne. Madame Goudou Koufi, après l'élément témoin qui est passé, ou qui projette un peu la réalité sur le terrain, comment est-ce que vous vous sentez devant ces réalités-là, quand on dénomme autant de difficultés, autant de dysfonctionnements, comment est-ce que vous vous sentez devant une situation pareille? Écoutez, je vous remercie déjà. Je dois dire que l'élément qui vient de passer reflète effectivement la situation de façon générale de nos infrastructures sanitaires, bien que l'élément lui-même a bien signalé que beaucoup d'efforts a été fait dans le domaine de la santé avec un relèvement notable des différents plateaux techniques. Mais je voudrais qu'au début de cette émission, on ait vraiment à l'esprit une situation qui est la situation que les Ivoiriens connaissent. Le système de santé, à la fin, au début du mandat du président candidat Alassane Ouattara, était extrêmement sinistré. Et c'est la raison pour laquelle, déjà au départ au Golfe, puisque tout le monde connaît le Golfe, au Golfe déjà, il avait pensé le système de santé en se disant
dès que je sors du Golfe, j'instaure une gratuité généralisée et ensuite une gratuité ciblée qui va prendre en compte, bien sûr, les personnes les plus vulnérables, que sont les femmes, les enfants de 0 à 5 ans. Donc ça, c'est la situation, c'est vraiment la situation que le président Alassane Ouattara a trouvée lorsqu'il est passé à la magistrature suprême de ce pays. Alors, quoi faire? Donc, à ce moment-là, bien sûr, il fallait œuvrer au plus pressé. C'est-à-dire la première chose qu'il fallait faire, c'est déjà de réhabiliter l'existant. Parce qu'il ne faut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'infrastructures sanitaires. C'est justement ce qui nous a sauvés, je dois dire, en Côte d'Ivoire. Les infrastructures sanitaires existaient déjà. On a parlé de 2091 établissements sanitaires de premier contact. Vous pensez bien que ces 2091 établissements sanitaires de premier contact n'ont pas été construits, n'est-ce pas, disons, les 15 dernières années, puisqu'il n'y a eu... Vous me donnez l'opportunité d'introduire d'abord ce que les Ivoiriens pensent effectivement du système de santé en général, avant d'évoquer les infrastructures. Alors nous leur avons posé la question à des Ivoiriens que nous avons rencontrés dans les rues d'Abidjan. Voici ce qu'ils pensent exactement du système de santé ivoirien. Bon, disons ces 5 dernières années, le système de santé en Côte d'Ivoire, disons, a un peu évolué, mais il y a des anomalies qui persistent encore concernant la gratuité des soins et puis la gratuité des médicaments. Lorsque nos parents arrivent à l'hôpital, on se rend compte que d'abord, l'accueil n'est pas ce qu'on attend. Quand on se rend à l'hôpital pour les urgences là, il n'y a pas d'urgence. On nous donne un rendez-vous pour les examens, il faut des rendez-vous. C'est sur rendez-vous qu'on nous fait les examens. Puis les prix là, on sent que dans les cliniques même c'est encore plus favorable que dans les hôpitaux public. D'abord, il faut dire que concernant les autres années, il y a une nette amélioration du système de santé avec la création de la couverture maladie. Mais il faut aussi remarquer qu'il y a une lenteur concernant les grèves et tout ça, ce qui montre une désorganisation du système de santé en Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est un bon projet, c'est un projet majeur. Parce que la question de santé est une question vraiment difficile en Côte d'Ivoire, sous les tropiques, notamment en Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'avec une telle assurance, nous pourrons éventuellement nous soigner à moindre coût. C'est une bonne chose. Maladie universelle, bon, couverture, c'est bon, c'est une bonne chose. Ça va nous permettre de se faire soigner à moindre coût, n'est-ce pas? À moindre coût, et puis on pourra s'en sortir peut-être. Cette solution-là va beaucoup nous aider, franchement dit, et puis c'est une assurance qu'on paye peu. Vraiment, avec les petits moyens, on voit qu'on pourra se soigner, vraiment, c'est une bonne idée. Le problème est que parfois, on fait dans la com, on fait dans le buzz. La plupart de nos autorités, je ne veux pas faire politique, mais pour ce que nous savons, on en parle à longueur de journée, on nous rabâche, et parfois dans les faits, il y a un fossé qui ne dit pas son nom. Parfois, les choses, en fin de compte, n'arrivent pas à se réaliser. Madame Kouadio, tous ces éléments témoins nous permettent quand même de faire un inventaire de la situation. Et dans l'inventaire, on note infrastructure, équipement, personnel, ressources humaines, accès aux soins. On va d'abord commencer par les infrastructures. Alors, en matière infrastructurelle, de quoi souffre-t-on concrètement? De la vétusté ou de le fait de ne pas planifier la construction de nouveaux bâtiments? Il y a un peu tout ça. Pour les bâtiments qui existent déjà, la vétusté. C'est vrai qu'il y a certains locaux qui ont été réhabilités, mais on a beaucoup de bâtiments qui, franchement, quand on doit être hospitalisé là-bas, si on n'est pas inconscient, on ne souhaiterait pas l'être. Si vous me permettez de parler également des infrastructures, nos établissements sanitaires ne sont pas à niveau. C'est-à-dire, vous avez un CHR qui n'est pas au niveau d'un CHR, un hôpital général qui n'est pas... Le CHR, c'est un centre hospitalier régional. C'est-à-dire, en fonction de la pyramide sanitaire, il y a des normes. Mais on se rend compte qu'au niveau des normes, ce n'est pas ça. Vous arrivez au CHU, vous vous retrouvez sans médicaments. Moi, personnellement, une fois, je suis allée voir quelqu'un au CHU qui avait acheté ses médicaments, mais à qui on ne pouvait pas poser la perfusion parce qu'il n'y avait pas de sparadrap. Donc, on a un gros problème en matière d'infrastructure. Alors, Monsieur Dr Bousson, alors selon le bilan du
président sortant, candidat à cette élection présidentielle, il semblerait que 107 hôpitaux aient été réhabilités, 10 hôpitaux aient été construits. Mais malgré ça, on a entendu dans les reportages, les Ivoiriens se plaignent toujours du fait de ne pas avoir assez d'infrastructures pour pouvoir être soignés convenablement. Quelle est votre opinion sur la question? Merci madame. L'élément qui est passé, j'allais dire, trace véritablement la réalité que vivent les Ivoiriens dans le cadre sanitaire. Il ne s'agit pas simplement de construire des bâtiments. Hein. C'est intéressant d'en avoir, mais aussi il faut penser à l'équipement, au plateau technique. Parce que si vous avez un bâtiment qui est construit sans matériel, le médecin ne peut même pas travailler. Vous voulez dire que c'est le cas, c'est ça? C'est cela, oui, puisque il n'y a pas suffisamment de matériel. Vous voyez ici, même dans les CHU, qui sont des centres de référence, Madame l'a dit tout à l'heure, si vous êtes dans un état de conscience, il est difficile d'accepter d'occuper un lit pour une pause de perfusion. D'autant plus que l'ambiance ou alors l'atmosphère n'est pas propice. Mais justement pour les infrastructures, parce que les équipements vont en parler. Les infrastructures, c'est bien de construire, mais il faut les équiper. Il n'y a pas suffisamment d'équipement. Mais déjà on construit. Oui, c'est bon déjà, mais ce n'est pas suffisant. Ah. Ce n'est pas suffisant. Que peut-on faire de plus? Ah oui, il faut beaucoup, parce qu'aujourd'hui, compte tenu de la démographie de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on a fait le recensement général, nous sommes à près de 23 millions. 22 ou un peu plus. Un peu plus. 23 millions, un peu plus. Et ben, alors, 107 établissements réhabilités, 10 centres de santé, pour 23 millions, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et ceux qui existent, il faut pouvoir les équiper et affecter du personnel pour la prise en charge des malades. Nous allons certainement en revenir, comme Madame la ministre est là, nous allons en parler, parce que ces centres ne bénéficient pas de personnel qualifié pour travailler. Monsieur Bosson, on reviendra tout à l'heure sur les ressources humaines. Madame la ministre, dès que vous écoutez les Ivoiriens, est-ce que vous estimez qu'ils sont trop exigeants ou bien ils en demandent un peu trop? Parce qu'apparemment, vous avez fait des efforts, direz-vous. Écoutez, je pense que les Ivoiriens, c'est normal, hein, un peuple demande toujours à son président d'être en bonne santé, c'est ça minimum. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a une chose qui est évidente et que les Ivoiriens semblent oublier, et ça je le reprends, nous avons trouvé un système sinistré en Côte d'Ivoire. Maintenant, l'objectif c'est de faire en sorte que ce que nous avons, l'existant, nous puissions déjà le réhabiliter, c'est ce à quoi nous sommes attelés. Ensuite, il faut donner de nouvelles structures aux populations ivoiriennes en prenant en compte, bien sûr, les structures spécialisées où nous n'avons justement pas de structure par rapport à ça. Alors, nous avons en 2013, lorsque le président de la République, le président Alassane Ouattara, a dédié cette année à l'année de la santé, nous avons fait un état des lieux sans complaisance. Sans complaisance qui nous a permis de voir ce que nous avions, ce que nous pouvions réhabiliter, mais avec une planification sur les 5 ans, ce que nous pouvions planifier, ce sur quoi il fallait mettre un accent particulier en termes d'infrastructure. Et bien sûr, moi je suis étonnée qu'un médecin me dise qu'on construit et qu'on n'équipe pas. Je veux dire, je laisse les Ivoiriens apprécier, mais jamais on a vu qu'on a équipé tout ce qui a été, toutes les infrastructures. Absolument, vous ne pouvez pas construire un hôpital ou une structure sanitaire sans l'équiper, ça ne s'est jamais vu. Et ce que nous avons trouvé, nous, en faisant la carte sanitaire, parce que nous avons fait une carte sanitaire, c'est pour ça que nous sommes à l'aise aujourd'hui pour parler aux Ivoiriens et leur dire qu'aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, nous savons combien de structures sanitaires nous avons, nous savons combien d'hôpitaux généraux nous avons, nous savons combien d'établissements sanitaires de premier contact, c'est-à-dire les maternités, n'est-ce pas, et toutes les petites structures, les structures communautaires, mais nous savons tout ça. Et ça nous permet d'être plus à l'aise pour présenter aux Ivoiriens des structures soit réhabilitées. Alors, lorsqu'on a vu que dans une zone, il y a un manque, par exemple, de petits généraux. Tout à l'heure, l'élément, la dame disait, au centre de santé, elle disait, il n'y a pas de bloc opératoire. Il faudrait savoir
que les blocs opératoires, il faut avoir un hôpital général d'à peu près entre 80 et 100 lits pour avoir un bloc opératoire. Alors, la pyramide sanitaire dont parlait Madame tout à l'heure, nous avons le premier niveau qui concerne donc, en termes d'infrastructure, les établissements sanitaires du premier contact. Le deuxième niveau, nous avons les hôpitaux généraux. C'est dans les hôpitaux généraux que l'on trouve des blocs opératoires, n'est-ce pas? Et maintenant, nous avons le troisième niveau de la pyramide sanitaire, où nous avons les structures hospitalières, donc les CHU universitaires, et toutes les structures spécialisées, c'est-à-dire les instituts de cardiologie et autres. Donc voilà en gros comment se présente aujourd'hui la pyramide sanitaire en termes d'infrastructures sanitaires. Donc ce qui est important, si vous permettez juste 2 minutes, vraiment pour dire qu'on ne peut pas se permettre de construire et puis de ne pas équiper. Ce qui est sûr, M. Bosson va vous répondre tout à l'heure. Il va étayer ce qu'il a dit. Ça ne s'est jamais vu. Justement, ce qu'on va voir, par contre, c'est avec Dr Kouadio, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être confusion entre les centres de santé qui sont mal approvisionnés, par exemple, en fourniture, et les équipements de base, type chariot, par exemple, pour transporter les malades? Non, pas du tout. Il n'y a pas de confusion. Donc, il n'y a pas de confusion. Le manque de matériel concerne tout. Comme le ministre l'a dit, en fonction du niveau, il y a un type de matériel à avoir. Mais le problème qu'on a, c'est que selon le niveau, la structure même n'est pas aux normes. Ça veut dire qu'il faut se mettre à niveau. Donc des structures sont construites mais ne sont pas aux normes. Voilà. Par exemple, quand j'ai pris l'exemple d'un SEM Sparadrap qui manque dans un CHU, c'est la fin de la pyramide sanitaire. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de sparadrap au CHU. C'est inconcevable. Madame Agnès, vous confirmez qu'on peut ne pas avoir de sparadrap à un moment donné? Écoutez, dans les CHU? Je pense que nous parlons là de gestion interne d'une structure sanitaire. Donc ce n'est pas une question d'équipement? Ce n'est pas une question d'équipement, c'est une question de gestion. Je suis pharmacien. Si le pharmacien qui est là-bas a eu... Nous avons, écoutez, je donne un exemple tout simple, puisque madame est partie d'un exemple tout à l'heure, je vais en donner un exemple. Je vous en prie, madame. Nous avons beaucoup d'accidents de la voie publique. Vous avez le CHU de Yopougon, qui se trouve sur l'axe de l'autoroute du Nord. Nous avons d'énormes accidents de la voie publique. Alors, par rapport justement au nombre d'accidentés qui arrivent, que vous alliez à New York, que vous alliez en France, que vous alliez partout, il peut y arriver à un moment donné, soit que vous avez, je veux dire, une radio qui tombe en panne par rapport justement à l'affluence, ça peut arriver, c'est une machine. Le cas du sparadrap, n'est pas un cas isolé, hein? Je ne pense pas que ce soit un cas isolé. Écoutez, il peut... Franchement, moi, je ne suis pas venu sur ce plateau pour embellir, n'est-ce pas, le système de santé en Côte d'Ivoire. Nous travaillons, mais ce qui est important de savoir, quand on dit qu'il manque du sparadrap, c'est une question de gestion, c'est ce que je dis. Il est possible qu'à un moment donné, mais ça peut arriver partout. Oui, mais justement, M. Bosson parlait tout à l'heure de centres de santé qu'on devrait construire, et qui ne sont pas équipés. Je voudrais que là-dessus, on lève l'équivoque. Alors, est-ce que vous avez des éléments d'appréciation pour pouvoir étayer ce que vous avez dit? Alors, merci bien, monsieur. Alors, quand je parle de centres de santé qui sont construits et qui ne sont pas équipés suffisamment, il y a une nuance. Pour prendre en charge les patients qui arrivent, ça, je veux dire, ce n'est pas une question de construire pour construire. Parce que lorsqu'on fait une programmation pour construire des centres de santé, c'est dans le but de prendre en charge les patients qui arrivent, les populations. Par conséquent, il faut noter véritablement ce qu'il faut dans cet établissement-là en fonction de le niveau, n'est-ce pas, de cet établissement dans la pyramide sanitaire pour équiper véritablement, pour que les malades puissent véritablement bénéficier des soins de santé dont ils ont besoin dans ce centre-là. C'est ça le problème. Oui, docteur, est-ce qu'il n'y a pas déni tout de même? Parce que nous avons 2 docteurs sur ce plateau qui affirment effectivement qu'on manque d'équipement ou qu'on manque... Je ne vous ai jamais dit. Oui. Je vous ai jamais dit, et ça il faut qu'on soit bien d'accord. Hein? Je n'ai jamais dit que dans les structures sanitaires, il ne manquait rien et que tout était très beau. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on ne peut pas construire une structure, comme il dit, une structure sanitaire, et ne pas l'équiper ni la mettre à niveau. Quand on construit, automatiquement, on met la structure sanitaire à niveau. Je vais rejoindre tout à l'heure, madame. Mais quand on trouve une structure qui est complètement, je veux dire, sinistrée,
notre rôle à nous, c'est de réhabiliter et de mettre aux normes. Et j'insiste beaucoup, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois. Je parle de mettre les structures sanitaires aux normes internationales. Madame disait tout à l'heure quelque chose, je voudrais reprendre, que quand vous allez dans une structure sanitaire et que vous voyez qu'il manque des éléments, Madame, moi je vous prends à témoin, vous êtes ivoirienne, vous êtes en Côte d'Ivoire. En 2011, quand le président Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire, à la gestion de l'État de Côte d'Ivoire, vous avez trouvé comment le système sanitaire en Côte d'Ivoire? Il n'y avait rien dans les structures sanitaires, il n'y avait absolument rien. Pillé, détruit, il n'y avait rien du tout. Et à partir justement de cette carte sanitaire que nous avons faite, nous avons pu identifier celles qu'il fallait réhabiliter, et nous en avons réhabilité en termes d'hôpitaux généraux. Nous avons réhabilité aujourd'hui 48 hôpitaux généraux, madame, sur le territoire ivoirien. Et ce n'est pas rien. Quand vous comptez qu'un bloc opératoire vous fait 450 millions de francs CFA et que vous trouvez un pays totalement à plat et que tout est urgence, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, le raisonnement qu'un médecin, si vous êtes médecin, je ne sais pas, si vous êtes médecin, voilà, le raisonnement qu'un médecin doit avoir, et ça, où le seul moment où je peux être, pour le moment en tout cas dans nos débats, d'accord avec vous, c'est qu'il faut une bonne gestion de nos structures sanitaires, n'est-ce pas, en termes de ressources humaines. Il faut que nous attelons, n'est-ce pas, à mettre à niveau, aux normes, les différents plateaux techniques, et c'est ce à quoi s'attelle le président de la République, en investissant avec tous nos partenaires dans les plateaux techniques. Ça, c'est important. Madame Goudou-Kofi, on va aborder un autre aspect qui concerne les ressources humaines cette fois-ci, parce qu'apparemment, c'est là où aussi le bas blesse, parce que j'ai lu des chiffres où je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui me trompe, ou bien les chiffres sont exacts, parce que je lis qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir un médecin pour près de 10 000 habitants. Un médecin pour près de 10 000 habitants, un infirmier pour plus de 2 000 habitants et une sage-femme pour plus de 2 000 femmes. Monsieur, non, d'abord, Madame Kouadio, est-ce que ces chiffres sont exacts ou bien c'est mes recherches qui sont inexactes? Bon, déjà, il faut qu'on précise quelque chose. Oui. Il y a des normes au niveau de l'OMS. Et concernant les normes au niveau de l'OMS, la Côte d'Ivoire les respecte et même la Côte d'Ivoire fait mieux. En termes de ressources humaines, on n'a pas véritablement de problème. Ah bon? Ah oui. Pour un pays en développement comme la Côte d'Ivoire, les normes, c'est un médecin pour 10 000 habitants, un infirmier pour 5 000 habitants, une sage-femme pour 5 000 habitants. Et la Côte d'Ivoire a des chiffres en tout cas très intéressants. Maintenant, où le problème se situe, c'est que l'État n'ayant pas suffisamment de moyens pour recruter suffisamment de médecins pour toute la population. Pourquoi vous commencez déjà pas à excuser l'État en disant qu'il n'a pas suffisamment de moyens? Je n'excuse pas. Je n'excuse pas. Oui. Quand on est dans un pays qui a 5 000 milliards de budget, même si ça a un peu augmenté, c'est un pays en développement. Nous sommes pauvres, il faut le reconnaître, parce qu'il faut partir de quelque part. Donc vous avez dit là où le bas blesse? Là où le bas blesse, c'est que l'État ne recrute pas suffisamment, parce que l'État n'a pas les moyens de le faire. Et donc on se retrouve avec des ressources humaines sur le carreau, ou qui travaillent dans le privé, par exemple. Mais sinon, si vous prenez le ratio du personnel dans sa globalité, la Côte d'Ivoire est fournie en personnel de santé. Justement, docteur Bosson, alors, on a soulevé le problème de recrutement du personnel de santé, mais il y a également peut-être la gestion de ce personnel-là qui pourrait prévenir le fait que ce personnel passe du public au privé ou joue sur les deux tableaux. Oui, madame, merci beaucoup. Je suis très à l'aise en ce moment-là parce que quand je prends un peu en porte-à-faux, madame, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en médecins. Je suis désolé, pour un pays en voie de développement, la fac de médecine qui forme des médecins en quantité suffisante par an ne les emploie pas tous. Nous avons instauré, et l'État a instauré dans les années 90, un concours de recrutement à la fonction publique qui ne permet même pas de couvrir les besoins en médecins sur l'ensemble du territoire. Je suis désolé. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup de médecins, il y a beaucoup qui chôment aujourd'hui. Pourquoi ne pas les employer directement à la fonction publique? On fait comme si nous sommes autosuffisants. Je ne suis pas
Personnellement, je ne suis pas d'accord. Oui, mais je ne suis pas d'accord. Docteur Bosson, à partir du moment où l'État n'en a pas besoin, pourquoi l'État les recrute? L'État n'a pas de moyens. Pourquoi? C'est pas parce que les gens sont qu'on a oublié de les recruter. La santé est une priorité de l'État. En tant que priorité, nous devons planifier de sorte que les médecins qui sortent puissent être employés pour prendre en charge les malades qui arrivent. Nous ne sommes pas autosuffisants en matière de médecine en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous permettez à ce que Madame la ministre réponde sur cet aspect-là précis? Est-ce que le besoin existe? Je n'ai même pas de problème pour vous répondre. Madame parlait des normes de l'OMS déjà. Nous sommes au niveau de l'OMS à 2,3 personnels de santé pour 1000 habitants. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 1,8 personnel de santé dans toute sa diversité pour 1000 habitants. Je vous ai dit qu'on a parlé d'une carte sanitaire. Le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème en ressources humaines. Nous avons un problème dans la disparité en fait régionale. C'est tout. C'est-à-dire, vous avez vu tout à l'heure, le docteur Bokar, dans l'élément qui est passé, disait qu'à Bondoukou, il y avait 6 médecins. C'est même à vérifier. Mais bon, je connais le quota de médecins de Bondoukou. Mais je vais vous dire que, voyez-vous, cela relève même tout simplement des médecins eux-mêmes. Voilà. Tout le monde veut aller à la fonction publique. Et tout le monde ne peut pas rentrer à la fonction publique. Ce n'est pas le rôle de l'État de Côte d'Ivoire de faire entrer tous les médecins à la fonction publique. La fonction publique ne peut pas absorber tous les médecins qui sortent. Ce n'est pas possible. Il devrait y avoir des politiques incitatives, en tout cas, pour mieux répartir. Justement, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en train de faire cette politique incitative pour permettre justement à certains médecins qui souhaiteraient aller dans le privé, puisque l'objectif aujourd'hui, avec le partenariat public-privé, vous savez, c'est pour ça, ça va éviter beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on a un grand nombre de médecins qui travaillent dans le public, qui se retrouvent dans le privé, voyez-vous, et qui donc quittent leur poste pour se retrouver dans le privé. Ça, c'est pas particulier à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas spécifique. On le retrouve partout sur la terre, dans le monde entier. Oui. Mais une chose est certaine, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que nous avons un déficit notable en ressources humaines. Nous avons seulement un problème de disparité sur l'étendue du territoire, une grande concentration dans le sud, c'est-à-dire côté Abidjan, et une faible concentration à l'est, parce que même quand on les affecte en tant que fonctionnaires, à un moment donné, ils vous demandent à rejoindre Abidjan pour 1001 raisons, vous comprenez. Ça peut être pour des raisons familiales, ça peut être pour le regroupement familial, pour autre chose. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on est mieux lotis, et je peux vous le dire que je suis bien placé pour le dire, on est mieux lotis que certains pays de la sous-région en ressources humaines. En tout cas, en poursuivant cette émission, les patients vont pouvoir identifier là où le bas blesse. Parce que s'il n'y a pas un problème de ressources humaines, mais apparemment, il y a certains cas qu'on déplore, les erreurs médicales, par exemple. Est-ce que c'est la qualité des ressources humaines qui pose problème, Madame Kouadio? Des erreurs médicales. Oui. Bon, tout ça peut arriver. C'est des hommes qui travaillent. Oui. Mais déjà, sur quoi on se base pour parler d'erreurs médicales? Mais est-ce que les ressources là sont bien formées? C'est ça la question. Oui, les ressources sont bien formées. Pour avoir fait mes études de médecine ici, je peux vous le dire, les ressources sont bien formées. Donc vous cherchez quelqu'un qui n'a pas fait ses études ici pour pouvoir dire le contraire, c'est ça, vous voulez dire? Non, non. Ce sur quoi je reviens, je dis que l'État n'emploie pas suffisamment de personnel, surtout au niveau des médecins, pour la population en général. Mais sinon, il y a des médecins sur le terrain. Maintenant, comment les utiliser pour que, effectivement, la Côte d'Ivoire bénéficie de toutes ces potentialités, de toutes ces ressources humaines? Sinon, on n'a pas de problème, on n'a pas de déficit en ressources humaines. Il n'y a pas de déficit en ressources humaines. Docteur Bosson, ce que je voudrais savoir aussi, c'est effectivement si les médecins quittent le public pour le privé, il y a peut-être une cause, une raison salariale aussi. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les médecins du secteur public sont bien payés? Merci, madame. Alors, moi, je reviens encore sur le problème d'insuffisance du personnel médical, surtout les médecins. On me parle des ratios, un médecin pour 10 000 habitants. Ça, c'est... Pour 1000 habitants. Pardon? Pour 1000 habitants. Pour 1000 habitants. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir, pour la Côte d'Ivoire, compte tenu du nombre de médecins, on ne peut pas avoir 2 médecins pour 1000 habitants? Puisque nous en avons. Pourquoi voulez-vous qu'on se contraigne à respecter, à réduire notre capacité d'amélioration de notre plateau, de notre prise en charge? Mais est-ce que l'État a les moyens justement de recruter 2 médecins? Ce problème, de 1960 jusqu'à 90,
l'État de Côte d'Ivoire employait tous les médecins. Nous sommes 23 millions, monsieur, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'arrive, madame, oui. madame le ministre. Il faut être réaliste. Et à partir de 1990, on instaure un concours pour entrer à la fonction publique. Alors, ce concours-là limite l'entrée des médecins à la fonction publique. Et donc, se retrouvent au chômage. Et s'ils retrouvent au chômage, ils peuvent, comme ils le disent, s'installer au privé. La santé, je le répète, est une priorité de l'État. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement de ces médecins. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça aussi le problème. Lorsque je me rends compte que dans mon village, il n'y a pas de médecins, alors qu'il y a plus de 10 000 médecins qui chôment, je ne peux pas être d'accord pour dire qu'il n'y a pas de problème Mais est-ce que vous pensez quand même au rôle du privé dans le secteur médical? Parce que si tous les médecins doivent être recrutés par l'État, en fin de compte, le secteur privé n'existe plus. Apparemment, madame Kouadio a eu réponse sur la question. Attendez, je m'excuse. Je le dis parce que moi-même, je suis privé. Moi-même, je suis privé, j'en sais beaucoup de choses. Oui, dites-nous ces choses-là, monsieur Parce Bousson. que l'État n'accompagne pas le secteur privé, justement. L'État n'accompagne pas le secteur privé. Par contre, comme je le dis, je le répète, la santé est prioritaire au niveau de l'État, comme l'éducation nationale. Mais est-ce que l'éducation nationale n'est pas prise en compte par l'État? Alors, docteur Goudou Kofi, est-ce que l'État accompagne le secteur privé en Côte d'Ivoire? Pas le secteur privé. Mais attendez, et donc, je ne sais pas... laissez la ministre répondre. Bien sûr, je ne sais pas, parce que monsieur me dit qu'il était dans le secteur privé, parce que je me rends compte, je le connais maintenant, je vois un peu son parcours. Il était dans le privé, il n'est plus dans le privé, il a eu des difficultés. Je pense que c'est peut-être par rapport à tout ça que... je le suis toujours. Voilà. Alors, je suis toujours dans le privé. Moi, j'ai un problème, parce que, voyez-vous, nous sommes en train de parler de programmes, n'est-ce pas, de bilan et bien sûr de programmes de perspective, n'est-ce pas, du système de santé. Qu'est-ce que l'on propose aux Ivoiriens? Il y a toute une évolution par rapport au personnel de santé. Vous savez très bien que le président de la République a consenti, n'est-ce pas, à la révision des indices de salaire des agents de santé et des cadres supérieurs de la santé, avec 150 et 400 points. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par augmenter le salaire de tous les fonctionnaires. Mais dans quel pays sur cette planète vous avez vu qu'on peut absorber toutes les personnes qui sortent et qu'on veut en faire des fonctionnaires? Moi, je ne sais pas, vraiment, excusez-moi, mais il faut qu'on change de chapitre et qu'on avance. Madame la ministre, je vous en prie, Madame Kouadio avait un point précis à soulever, justement. Elle a demandé le salaire des médecins. Il y a quelques mois, le salaire de base des médecins en Côte d'Ivoire était de 173 000 francs, madame. C'est ça, on a hérité de ça, hein. On a bien hérité de tout ça. Aujourd'hui, il est passé à environ 300 000. C'est-à-dire que... Il faut applaudir l'État, non? Ah bah, franchement. Enfin, bah, bien sûr. Enfin, une augmentation est une augmentation, oui. Mais pour des cadres supérieurs de la santé, franchement, si on veut maintenir les gens dans le système, c'est pas avec ça. Maintenant, où je suis d'accord avec Madame le ministre. Laissez Madame Kouadio finir. Je vous en prie, laissez Madame Kouadio finir. Non, je n'ai pas dit le contraire, mais je dis le salaire d'un médecin en Côte d'Ivoire, c'est très peu de choses. Où je rejoins monsieur, moi également, je suis médecin du privé. L'État n'accompagne pas le privé. Alors là, pas du tout. Et Madame le ministre disait tout à l'heure que l'État n'a pas à prendre tout le monde à la fonction publique. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait pour inciter les médecins, puisque c'est de santé qu'on est en train de parler, à s'installer? Puisque la Côte d'Ivoire en a besoin. Voilà. Vous avez posé la question. Quand on parle de ratio, quand je disais tout à l'heure qu'on n'a pas de problème en ressources humaines, ça ne veut pas dire que dans les hôpitaux publics, il y a suffisamment de médecins pour recevoir tout le monde. Justement, il n'y en a pas assez. Et les médecins qui ne sont pas dans le public, mais qu'on les aide à s'installer pour qu'effectivement,
le ratio dont doivent bénéficier les Ivoiriens, ils puissent en bénéficier effectivement. Avant d'évoluer dans ce débat, justement, Voilà. Dr Goudou Kofi, vous allez pouvoir nous répondre, effectivement. On a deux voix sur ce plateau qui affirment que l'État n'accompagne pas les médecins dans leur volonté d'entreprendre. Alors, justement, par rapport au secteur privé, c'est un programme que nous avons commencé. Si les deux médecins qui sont sur ce plateau font partie de l'association des médecins privés de Côte d'Ivoire, ils sauront que le ministre de la Santé que je suis a reçu à son cabinet à plusieurs reprises, que Monsieur le Premier ministre, sur ma sollicitation, a reçu justement l'association des médecins privés, cliniques et tout, pour qu'on puisse recueillir leurs préoccupations. Et par rapport à ça, nous avons fait un tableau. Et ce tableau existe. Et dedans, après avoir tout recueilli, on s'est rendu compte qu'il y a un élément qui revenait le plus, c'était la parafiscalité. Les médecins du secteur privé, c'est quoi la parafiscalité? C'est-à-dire, en fait, ils souhaiteraient qu'on puisse faire des exonérations sur les équipements qu'ils amenaient, qu'ils faisaient venir pour équiper leurs différentes cliniques et structures sanitaires. Voilà. Donc, en fait, ils demandent qu'on défiscalise. Ils demandent qu'on défiscalise tous les équipements qu'ils vont faire venir. Donc, c'est un projet qui est à l'étude avec justement les associations, les différentes associations des cliniques privées. Madame, mais quand vous en avez passé quand même quelques années au pouvoir et qu'on est encore à l'étape de projection, je suis désolée. Donnez-nous quelques éléments qui ont été faits en direction du secteur privé quand même. Je dois vous dire une chose. Vous savez, je ne peux pas, je vous ai demandé de vraiment mettre en facteur la situation du système de santé en Côte d'Ivoire. Chaque fois que je m'exprime, il faudrait tenir compte de cette situation que nous sommes en train d'améliorer. 4 années seulement. Moi, je vais justement vous dire quelque chose. Juste, lorsque nous amenons les malades, nous les référons dans des pays. Si vous permettez, je vais citer quelques pays de référence, avec des plateaux techniques. On fait partir des malades, on les évacue au Maroc, en Tunisie, en France et autres. Mais la plupart du temps, quand on évacue ces malades, comme par hasard, ce n'est jamais tellement dans le public. C'est presque tout le temps dans les cliniques privées qu'on les envoie. Ces sortes de tourisme médical, c'est toujours dans le privé qu'on les envoie. Mais ces pays-là, justement, quand j'ai parlé, échangé avec les différents ministres de la santé de ces pays, lorsqu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour justement voir un peu les différentes possibilités d'accord et de protocoles d'accord, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, mais Madame la ministre, en 4 années, vous avez fait déjà tout ça. Vous savez que nous, pour avoir les résultats que nous les avons fait en 15 ans, même 20 ans. Et je parle du Maroc et je parle devant toute la nation ivoirienne, ça veut dire que c'est vérifiable. Et puis d'autres, bien sûr, d'autres pays. Le Maroc nous regarde, la Tunisie nous regarde, la France nous regarde à travers votre télévision. Donc, c'est pour vous dire que nous avons entamé beaucoup de choses en même temps, après avoir ciblé, bien sûr, les priorités. Et la première des priorités pour nous, la première des priorités pour le président Alassane Ouattara, c'était de prendre en compte la santé des Ivoiriens, surtout au niveau du financement de la santé, parce que la santé a un coût. Et que si les populations qui étaient extrêmement appauvries continuaient de rester dans cette situation de pauvreté, ils n'allaient pas pouvoir tenir. Donc il fallait, en même temps qu'on réhabilite, en même temps qu'on construit, on nous dit en 4 ans, vous n'avez fait que 10 hôpitaux. Mais dis donc, moi, ce que je voulais vous dire, allez regarder dans la sous-région, combien d'hôpitaux on construit. Madame la ministre, je vais recueillir le point de vue de M. Bosson sur le salaire qui est payé aux médecins, au personnel de santé. Ici. Madame Kouadio a soulevé le problème tout à l'heure en disant c'est vrai qu'il y a eu augmentation de salaire, mais on se plaint encore quand même. Alors, je voudrais que sur ce plateau, qu'on essaie de dépassionner les débats. Il n'est pas encore. Si, il n'est pas encore. Parce que nous sommes tous du corps médical. Oui. Et nous parlons du système de santé en Côte d'Ivoire. Oui. Pour faire des projections pour une meilleure prise en charge des malades. Ce n'est pas pour défendre X ou Y. X ou Y. Oui. Madame le ministre, elle est pharmacienne, elle est du corps médical, nous sommes des médecins, nous sommes... comment faire pour que les Ivoiriens puissent être pris en charge correctement? Par conséquent, je n'ai pas encore compris là où vous voulez aller. Non, non, j'attends toujours. Ah non, non, j'arrive. Oui. J'arrive. Parce que quand la ministre parle
En 4 ans, nous avons fait ceci, nous avons hérité de cela, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ce qui n'est pas faux. C'est un bilan. Ce qui n'est pas faux, mais c'est insuffisant, d'autant plus que le système existait depuis. Et quand Madame la ministre dit qu'on a pris l'héritage post-électoral et tout ça, et qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été... C'est vrai qu'ils ont construit des hôpitaux. Ils ont reconstruit, ils en ont réhabilité. Ils ont réhabilité, mais je dis, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant pour vous? Alors, on ne pourrait pas tout faire en 4 ans. Franchement, ce n'est pas, moi, je ne parle pas de bilan, en fait, aujourd'hui. Okay. Je ne parle pas de bilan. Je parle du système de santé en Côte d'Ivoire. Quand je prends, par exemple, le CHU de par exemple, de Treichville, le service de chirurgie a été fermé pendant 2 ans. Il n'y a pas suffisamment de matériel dans les services. Ah oui, je le dis, madame. Je le dis, madame. Non, allez-y, je prendrai mon tour de parole, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de... Le personnel, tout à l'heure, certainement qu'on va en parler. On en a déjà parlé, d'ailleurs. Mais la gestion des hôpitaux pose problème. Sur quel aspect, justement, que la gestion pose problème? Quel aspect? Oui. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez dans les hôpitaux, faites une visite vraiment inopportune, vous allez voir qu'il y a moins de médecins qui sont à leur poste. Moins Vous en connaissez les raisons? Pourquoi ils ne sont pas à leur poste? Les raisons, justement, le salaire, madame l'a dit tout à l'heure, un salaire de médecin de 300 000 francs, c'est rien du tout. Mais justement, j'ai une question à vous poser par rapport à ça. Vous dites que l'État ne vous aide pas assez, dans le secteur privé notamment. Tout à fait. Mais quel type d'aide attendez-vous de l'État? Pourquoi ne pas vous tourner vers le secteur bancaire si vous avez votre... Dites-nous. Exactement. Dans l'élément qui est passé, on a dit dans les hôpitaux privés, le coût est élevé. Pourquoi c'est élevé? Tout simplement parce que l'État n'accompagnait pas le secteur privé. Le coût est élevé pour pouvoir amortir leurs charges. Comparativement à l'éducation nationale qui fait partie des priorités de l'État, le privé est subventionné. Pourquoi ne pas subventionner le privé sanitaire? Le privé est subventionné, vous voulez dire, c'est ça? Ah non, non, non. Le privé. Le privé. Oui. Des établissements privés d'éducation nationale sont subventionnés. Certains, pas tous. Non, simplement parce qu'on fait partir des élèves du public pour arriver au privé. Non, mais laissez M. Bosson finir. Oui. Et donc là-bas, le coût est moindre. Parce qu'on dit l'éducation est une priorité de l'État. Elle vient de dire quelque chose qui m'enchante. C'est qu'il faut pouvoir accompagner le privé au niveau des taxes, faire en sorte que le privé ne puisse pas payer toutes les taxes liées à leur, j'allais dire, à leur matériel. Mais si on le fait, alors le coût va réduire, le coût des consultations, des frais va réduire. Donc si on ne le fait pas, ça va être toujours gelé. En tout cas, Madame la ministre a dit tout à l'heure que des pourparlers sont en cours pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais je voudrais que vous réagissiez quand même sur l'aspect salarial. Vous avez fait un bond spectaculaire, mais est-ce que vous comptez vous en arrêter là? Vous savez, je reviens toujours. Je pense que chaque fois que je commencerai à parler, je suis obligée de tenir compte, voyez-vous, d'une certaine situation. On a fait un bond, vous l'avez dit, et ça, c'est grâce à la magnanimité du président de la République, parce que justement, il a été scandalisé lorsque, en allant le voir, on lui a montré le salaire, n'est-ce pas, des agents de santé et cadres supérieurs de la santé. Et c'est même écrit, mais enfin, pour des personnes qui font un bac plus 10, c'est vraiment pas croyable qu'ils touchent aussi peu. Donc, ça a été une priorité pour lui. Et avant d'avancer, je voudrais dire que la santé est une priorité pour le président de la République, en même temps que l'éducation nationale. C'est une priorité pour le président parce que si ça n'avait pas été une priorité, dès le début, on n'aurait pas pris en compte, n'est-ce pas, cette gratuité, cette exemption, n'est-ce pas, cette gratuité ciblée et cette gratuité généralisée. Ça, c'est un élément sur lequel il faut absolument insister. Alors, concernant justement les salaires, vous savez, en perspective,
hein, dans la perspective, il y aura une évolution, n'est-ce pas? Le président de la République, enfin le candidat Alassane Ouattara que je représente ici, l'a dit, les salaires vont continuer, n'est-ce pas, d'évoluer, les salaires vont continuer d'être relevés pour permettre justement aux Ivoiriens de pouvoir vivre décemment. Mais plus particulièrement dans le domaine de la santé, je pense que le simple fait de faire en sorte que la CMU va être effective, je pense que cela va beaucoup aider les populations parce que la couverture maladie universelle, c'est le financement de la santé, tout simplement. On n'a même pas besoin. Voilà, justement, c'est pour vous dire que ça intervient justement dans cette prise en charge. En ce qui concerne les salaires, les choses sont évolutives, hein. Elles vont évoluer. Mais moi, ce que je voudrais dire, voyez-vous, c'est que il est extrêmement important. Il est extrêmement important qu'on prenne en compte certains aspects de notre système de santé. Vous avez parlé des infrastructures tout à l'heure, c'est bien, c'est très important. On a parlé des équipements. On ne peut pas construire sans équiper et on relève les plateaux techniques. On a parlé des ressources humaines où au moins on est deux sur ce plateau à reconnaître que nous n'avons pas un déficit notable, n'est-ce pas, en ressources humaines. Moi, je parle de disparité. N'est-ce pas? Il suffit de vraiment mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est ce à quoi nous attelons. Et puis les spécialités. Je suis étonnée parce que moi, je vais relever quelque chose, hein, pour être honnête. Très rapidement, juste pour dire une chose. Voyez-vous, la difficulté que nous avons aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui fait la force un peu de notre candidat Alassane Ouattara, la difficulté, voyez-vous, c'est qu'on met le doigt sur ce qui peut perturber, n'est-ce pas, le fonctionnement du système de santé. En termes de ressources humaines, tout simplement, est-ce que vous savez que les spécialités, c'est-à-dire que lorsqu'on est médecin généraliste, on a un salaire. Mais lorsque vous faites un CES et que vous devenez, par exemple, chirurgien ou gynécologue obstétricien, votre spécialité n'est pas rémunérée. C'est ce dont nous sommes rendus compte. Et lorsque nous avons pu rencontrer, et c'est ça l'intérêt, ça l'importance de rencontrer les différentes corporations. Vous voyez, lorsque le Premier ministre a accepté de recevoir toutes les corporations de la santé, on a pu mettre le doigt sur tous ces problèmes-là. Et cela va être effectif, justement. Les spécialités vont être prises en compte parce que c'est un problème. Lorsque vous affectez un médecin à l'intérieur du pays, il est médecin généraliste, il a son salaire de médecin avec ses indemnités de médecin. Lorsqu'il y a un manque de spécialité, je prends par exemple la chirurgie, le généraliste qui est là, qui se trouve par exemple dans une ville assez retirée, souvent sur le tas, c'est ce que nous avons rencontré, sur le tas, fait office à un moment donné de chirurgien parce qu'il y a un besoin qui se présente. Et donc, il fait office et au bout de, je ne sais pas, de 5-6 ans, tout le monde le considère comme étant un chirurgien. Alors qu'en fait, il n'a pas le statut de chirurgien. Donc, vous pensez régler ce problème-là. Exactement. Régler ce problème, oui. Payer les gardes, parce qu'on s'est rendu compte quand on est arrivé que ces médecins faisaient des gardes. Là, on a commencé, bien sûr. Les gardes n'étaient pas payés. Vous voyez, donc, il y a plusieurs choses qui vont se faire, qui sont évolutives, ce sont des perspectives. Il y a un autre aspect dans cette émission qu'on n'a pas encore abordé, mais puisque nous faisons cette émission dans le cadre de la campagne électorale, on va faire un dernier tour de table rapidement pour permettre aux uns et aux autres de dire ce que leur candidat a prévu, justement. Justement, Dr Kouadio, qui représentait le candidat Kouadio Konan Bertin. Alors, dites-nous, que comptez-vous faire si votre candidat est élu pour le secteur de la santé, notamment? Est-ce que les salaires passeront à 500 000 francs CFA des médecins? Pour le secteur de la santé, déjà, la CEDEAO préconise que les États injectent 15% de leur budget dans la santé. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Pour ce que j'ai entendu dire le ministre du Budget une fois à la télévision, il a parlé de 2% et que s'ils sont à nouveau au pouvoir, il passerait à 6%. Le candidat Kouadio Konan Bertin pense que la santé est une priorité pour les Ivoiriens, même si on est un pays pauvre. Et à notre niveau, c'est 10%. On va commencer par 10%, c'est-à-dire 500 milliards par an. Sur les 5 ans, ça vous fait 2500 milliards. Parce que je pense que le ministre, si elle avait eu autant, elle est de bonne volonté et ça se voit, si elle avait eu autant de moyens, je pense qu'elle aurait pu faire plus. Nous comptons également détaxer les appareils et les produits pharmaceutiques pour permettre justement aux
aux professionnels de la santé d'offrir des prestations à moins de coûts aux populations. Troisièmement, on va procéder à un contrôle et à une régularisation des établissements privés. Parce qu'il y a des établissements clandestins, souvent tenus par des professionnels même de la santé. Donc, au lieu de les fermer, comment les mettre à niveau pour que ces structures-là puissent fonctionner et prendre en charge les personnes? Un dernier aspect rapidement. Ah non, si vous en avez encore. On en a plusieurs. Bon, si vous voulez bien, je vais aller rapidement. Oui, parce que c'est le dernier tour de table. D'accord. Donc, on va mettre à niveau les équipements selon la pyramide sanitaire dont j'ai parlé, revaloriser les salaires, faire un aménagement fiscal pour inciter le personnel à s'installer, surtout à l'intérieur du pays, donc les aider à la création de structures sanitaires. Et on a parlé aussi, voilà, au niveau des curricula, introduire des cours de gestion et de management dans la formation du personnel de santé. C'est parce que cela manque que quand ils sortent, ils cherchent tout de suite à rentrer à la fonction publique. Quand vous prenez les pharmaciens, je pense en pharmacie ça se fait, ils ont des cours de gestion. Quand un pharmacien sort, sa priorité c'est d'avoir son officine privée. Quand un médecin sort, il cherche à rentrer à la fonction publique. Donc on va corriger cela. Et puis revenir, on avait le programme de vaccination, ça c'est pour revenir sur la prévention. Le programme de vaccination, le programme élargi de vaccination qui allait de 0 à 5 ans, qui a été réduit de 0 à 1 an. Nous, on va revenir à l'ancien système. On va laisser les autres personnes sur ce plateau, n'est-ce pas, Babilas? Oui, M. Bosson, alors, qu'est-ce que votre candidat aurait? Alors, ma candidate Henriette Lagou compte faire beaucoup de choses pour améliorer l'état de santé de la population ivoirienne. D'abord, le désordre qui existe au niveau des établissements sanitaires en Côte d'Ivoire doit être revu. Madame l'a dit tout à l'heure, il y a des établissements clandestins qui ne répondent à aucune norme et qui existent. Ça, il faut véritablement mettre de l'ordre. Et Henriette Lagou compte véritablement mettre de l'ordre dans ce secteur. Deuxièmement, il faut, Henriette Lagou veut véritablement mettre l'accent sur l'information, la sensibilisation du personnel médical pour le respect de la chose publique. Parce que le personnel médical, généralement, ne respecte pas plus souvent le matériel médical ou les équipements. Ce qui fait que l'État est obligé, chaque fois, de renouveler. Et ça a un coût. Il y a aussi une organisation interne des hôpitaux. Dans l'élément qui est passé, on a dit même au CHU, les CHU sont saturés. Les CHU sont des centres de référence. Madame le ministre est là. Ce doit être des centres où les malades doivent arriver en dernier ressort, qui doit être prise en charge par tout le matériel. Malheureusement, dans les hôpitaux, les centres de santé qui sont véritablement proches des populations, ne sont pas équipés véritablement. Donc, le premier réflexe du citoyen quand il est malade, c'est d'aller au CHU. Les hôpitaux généraux qui doivent bénéficier d'un plateau technique assez intéressant pour prendre en charge la population qui est justement à côté. Il n'y a pas de... secondes, hein? Oui. Non, je le dis parce que c'est important. Bien entendu, je parle contraire, oui. Henriette Lagou organise le secteur de la santé en permettant qu'il y ait des gardes au niveau des hôpitaux généraux avec des spécialistes, cela va désengorger les CHU et pouvoir permettre de prendre en charge véritablement les malades. Parce que quand vous arrivez aux urgences, c'est vraiment le premier réflexe de l'Ivoirien, alors que les CHU ne sont pas faits pour ça. Merci, Dr Bosson. On va donner la parole à présent à Dr Goudou Kofi. On vous a reproché sur ce plateau d'avoir fait, mais de ne pas avoir fait assez si votre candidat est réélu. Concrètement,
Qu'est-ce qu'il compte faire? Écoutez, moi, on a l'avantage d'avoir un bilan. Hein, et je comprends que les deux médecins représentants, n'est-ce pas, des différents candidats qui sont sur le plateau, n'aient pas peut-être eu accès à tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, parce que tout ce qu'ils ont relevé comme programme de leurs candidats figure dans toutes les actions que nous avons menées. Et donc, je vous demande de faire l'effort d'aller sur le site du ministère pour voir un peu tout ce qui a été fait. Voilà. Alors, juste une petite réponse avant de prendre. Nous, on va faire dans la continuité, hein, c'est pas compliqué. Ce que je vais vous dire, c'est que je vous demande peut-être ce soir, en sortant d'ici, d'aller faire un tour au service des urgences de chirurgie du CHU de Treichville. Vous verrez que c'est ce service qui a reçu les malades du Hadj, malheureusement. Je présente mes condoléances aux différentes familles. Structure bien organisée, plateau technique de pointe et tout. Je vous invite, si vous voulez, je vous y accompagne tout à l'heure. Alors, pour parler du programme de perspective, aussi, hein. Voilà, en perspective de ce que ferait notre candidat, la priorité en tout cas, c'est la nécessité de mettre la question des ressources humaines en santé dans tous ses aspects. N'est-ce pas? Surtout la formation continue. Je vous ai dit, nous avons la chance en Côte d'Ivoire d'avoir des ressources humaines de qualité. Et ça, je le dis et je le redis. Ce qu'il faudrait, la médecine évoluant, il faut tenir compte de tout ce qui avance et leur permettre justement de se mettre à niveau. Et je pense que c'est le rôle, puisque nous avons réussi à avoir une ligne budgétaire et nous l'avons inscrit dans les perspectives, bien sûr, du programme de gouvernement de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Donc, vraiment mettre l'accent sur les ressources humaines en renforçant leurs capacités et surtout la formation continue qui est essentielle. Ici, personne ne me dira le contraire. Ensuite, nous avons prévu, et je pense que nous avons juste 3 points, ne vous inquiétez pas, la nécessité d'accélérer la transformation structurelle de nos systèmes de santé. C'est-à-dire, justement, le développer en même temps que nous développons le public, faire en sorte que le privé puisse également, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi un objectif clé, n'est-ce pas, du programme du président de la République, faire en sorte que le privé puisse accompagner le public. Il ne faut pas qu'il y ait donc de déséquilibre entre le public et le privé et laisser la possibilité aux Ivoiriens de choisir s'ils veulent aller dans le public ou s'ils veulent aller dans le privé. Ça, c'est essentiel et pour tout pays qui a un programme, pour tout candidat qui a un programme, c'est un objectif, faire en sorte qu'il n'y ait pas ce déséquilibre. Et puis, troisièmement, une chose qui est essentielle, c'est de continuer de développer les spécialités. C'est-à-dire que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était très fréquentée à l'époque avec son institut de cardiologie et bien sûr son hôpital privé, la PISAM, que tout le monde connaît, la polyclinique de la PISAM. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, que nous avons commencé, c'est continuer à développer les spécialités parce que cela, évidemment, permettra de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne un hub régional en termes de santé. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Malheureusement, vous aurez le temps tout à l'heure dans la seconde partie. Vous savez, la campagne électorale, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ils doivent savoir que nous sommes en direct de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élection présidentielle qui va se tenir le dimanche 25 octobre prochain. La campagne électorale, c'est le débat contradictoire. La campagne électorale, c'est également sur le terrain que ça se passe. Et Marie-Angèle, par rapport à cela, on devrait prendre les nouvelles du terrain. Effectivement, Babylas, parce que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire se sont déroulés, ou se déroulent encore d'ailleurs, des meetings de candidats à l'élection présidentielle. En parallèle, d'autres activités initiées parfois par les militants de partis sont également organisées. Et notre équipe sur le terrain en a donc fait une synthèse que vous présente Franck Dauphin. Nous nous retrouverons juste après. Bienvenue au journal de campagne. Nous sommes toujours à Abidjan où la campagne électorale se poursuit ici, dans les villes et villages de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara était ce mardi à la rencontre des femmes de Treichville, une commune d'Abidjan. Notre envoyé spécial Serge Kofi l'a suivi pour vous. Alassane Ouattara à la rencontre des femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes d'Abidjan se sont mobilisées au palais des sports de Treichville pour apporter leur soutien au candidat Alassane Ouattara. Au cœur de cette mobilisation, la première dame de Côte d'Ivoire et Henriette Konan-Bédié, épouse de l'ancien président Henri Konan-Bédié, allié d'Alassane Ouattara dans cette campagne électorale. Qui est le meilleur avocat des femmes de Côte d'Ivoire? Oui, mes chères sœurs, vous avez raison, c'est Ado. C'est Ado qu'il nous faut à la Côte d'Ivoire. Le candidat des femmes s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le candidat Alassane Ouattara a annoncé qu'une fois élu, il mettra les femmes au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. Selon lui, la croissance économique qu'il entend impulser se fera avec la junte féminine qui représente près de 48,3% de la population ivoirienne, soit 10 millions de femmes. Oui,
nous allons demander à l'Assemblée nationale de rehausser la place et le rôle des femmes partout dans le pays. Oui, nous voulons plus de place pour les femmes partout dans le pays, parce que c'est grâce à vous que la Côte d'Ivoire avance. Nous allons faire en sorte de construire encore plus de lycées pour les jeunes filles. Oui, et quand j'étais en Corée, j'ai visité une université pour les jeunes filles. Et je vous promets que je construirai une université pour les filles et les femmes. Oui, c'est un engagement que je prends. Des femmes conquises à la cause du candidat Alassane Ouattara ont tout de même émis leurs attentes. Ce que nous on veut, il n'a qu'à envoyer bonnet en Côte d'Ivoire. La paix, c'est la paix nous on veut. On a des terrains, on veut faire des cultures, on veut faire de l'élevage, on veut faire plein de choses. On ne veut pas l'argent, on veut qu'ils nous aident dans ça pour que nous-mêmes soyons émergés comme le pays. Les femmes représentent un électorat important. Elles sont majoritaires dans le corps électoral et aucun candidat ne peut donc négliger leur pouvoir de suffrage. Après Abidjan, Kona Kouadio-Siméon poursuit sa campagne électorale à l'intérieur du pays. Le candidat fait un bilan satisfaisant de la campagne électorale à mi-parcours. Après avoir sillonné les différentes communes d'Abidjan, Azopé, Akoupé et Aféry, le candidat indépendant Kona Kouadio-Siméon a mis le cap sur l'intérieur du pays. Les nombreuses tournées dans la capitale ivoirienne lui ont permis de faire une lecture des maux dont souffre la population ivoirienne. Le candidat a également noté un manque d'engouement des électeurs pour la présidentielle 2015. D'abord, le constat que nous faisons de façon générale, c'est que les populations ne semblent pas être concernées par cette élection. Et justement, notre rôle à nous est de les exhorter et de leur expliquer que c'est vrai, les conditions pour cette élection ne sont pas toutes réunies. La situation reste encore difficile, mais si nous adoptons l'attitude de la chaise vide, la situation perdurera. À quelques jours du scrutin du 25 octobre, Kona Kouadio-Siméon fait déjà son bilan. Un bilan jugé positif par le natif de Toumoudi, une ville du centre de la Côte d'Ivoire. Je reste tout de même satisfait de ma campagne, car pour moi, l'élection du président de la République, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Et faire campagne pour moi, c'est aller justement à la rencontre de ce peuple. Et je dois vous dire que très sincèrement, nous sommes très confiants pour la suite. Et je peux vous dire que c'est une forme d'approche qui touche ces populations, qui nous le rendent bien. Partout, c'est l'engouement. Partout, les gens nous expriment l'espoir que nous représentons pour eux. Le neutre réconciliateur, comme l'appellent ses militants, a exhorté les populations des localités visitées à voter massivement pour assurer sa victoire et relever le défi de la réconciliation et de la paix. Dans la localité de Memni, Kouadio Konambertin a été chaleureusement reçu par les populations. Kakabé a promis aux électeurs de ramener une fois élu à Abidjan l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Kouadio Konambertin dit Kakabé est allé à la rencontre des populations du village de Memni dans le département d'Alépé. Situé à 33 km au nord d'Abidjan, le village de Memni a intégré le candidat indépendant comme membre de l'une des générations de ses classes d'âge. Une intronisation que le candidat compte utiliser pour s'imprégner des réalités du village et partant de toute la Côte d'Ivoire. Cela lui donnera l'occasion de s'informer des aspirations des Ivoiriens pour une véritable réconciliation nationale. Si je suis président de la Côte d'Ivoire, je vous donne une semaine. Je prends mon avion, je vais chercher Gbagbo, Blé Goudé et je le ramène ici à Côte d'Ivoire. Je suis comblé ce soir parce que je sais que ce que nous venons de faire ici, sur le sol de Memni, va parcourir tout le pays entier. Le candidat Kouadio Konambertin réclame l'adhésion de tous les Ivoiriens pour réaliser le changement en Côte d'Ivoire dans l'unité et dans la paix. Il veut surtout convaincre le peuple que l'heure du changement a sonné. Chaque électeur doit le matérialiser en votant pour lui le 25 octobre. Au marché d'Adjamé ici à Abidjan, la mobilisation ne faiblit pas.
En ce qui concerne le scrutin présidentiel du 25 octobre, Eladji Ndiaye, notre envoyé spécial, est allé interroger les commerçants de ce marché qui représentent un électorat important. Eladji Ndiaye, quel est l'engouement de ces femmes commerçantes pour le scrutin présidentiel? Pour les candidats à l'élection présidentielle, l'électorat féminin est à séduire. Ici au grand marché d'Adjamé, les femmes se mobilisent pour choisir leur candidat le 25 octobre. Si certaines femmes ont déjà retiré leurs cartes d'électeurs, ce n'est pas le cas chez d'autres. Je n'ai pas encore retiré ma carte parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas encore retiré mes cartes. Demain, je vais aller retirer mes cartes. Je vais aller voter président. J'ai bien retiré ma carte d'électeur et le dimanche, je vais pouvoir bien voter. Et j'invite tout le monde aussi à aller voter le dimanche. Ils sont sur leur cas sortis massivement pour aller voter le dimanche. Tous ceux qui n'ont pas retiré la carte d'électeur, pas retirer la carte d'électeur dans le lieu de vote. Voilà ma carte d'électeur et ma carte d'identité. Je vais bien voter le dimanche. L'engouement pour la présidentielle du 25 octobre est néanmoins palpable dans le plus grand marché d'Abidjan. Les attentes des femmes quant au prochain président sont nombreuses. Il n'est qu'à faire beaucoup de choses pour nous. Parce qu'on a des trucs, ça ne nous arrange pas. Pour les commerçants, ça ne nous arrange pas. Moi, j'aimerais qu'ils viennent en aide aux femmes, surtout aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là, elles vendent aussi pour aider leurs maris. Ici, vraiment, ça ne marche pas, tout ça. Et puis, j'aimerais qu'ils soient attentifs. On veut que la personne qui doit être président pour faire le pays bien, c'est la personne nous on veut. Parce qu'on ne veut pas parler. N'importe quelle personne président, c'est ce qu'on veut. Mais si c'est garçon ou c'est femme, nous on veut la paix. L'élection présidentielle a lieu en Côte d'Ivoire le 25 octobre. Celui qui sortira vainqueur devra convaincre l'électorat féminin. Les femmes constituent plus de 48% de la population. Toute l'équipe d'Africa 24 vous remercie d'avoir suivi ce journal de campagne. À très bientôt pour un nouveau numéro.